Alors bonjour à tous, comme on l'a dit, je m'appelle Anne Roberti de la Frodon PACA, donc Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de la région PACA. C'est un syndicat professionnel agricole qui existe dans la région depuis 1993 et on travaille, donc, comme notre nom l'indique, particulièrement sur les organismes nuisibles et sur les organismes nuisibles aux végétaux. On ne travaille pas sur les organismes nuisibles type cafards, rats, etc. Ce n'est pas notre champ d'action. Donc on a été reconnu par le ministère de l'Agriculture organisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région PACA. Et donc à ce titre, on a un certain nombre de missions qui nous sont confiées ou déléguées par le ministère de l'Agriculture, notamment pour la surveillance de divers bioagresseurs vis-à-vis des végétaux, que ce soit des maladies ou des parasites. Donc on va travailler notamment en agriculture sur la flavescence dorée de la vigne, sur les virus des tomates, par exemple le virus en cuillère de la tomate. On va travailler aussi sur tout ce qui est feu bactérien, sur les pommiers, poiriers, le virus de la charcasse sur les arbres fruitiers à pépins. Et dans le domaine des espaces verts, on travaille sur le champignon coloré du platane, le charançon rouge du palmier, le papillon palmivore, et donc depuis récemment sur la bactérie Xylella fastidiosa. Donc aujourd'hui, c'est dommage parce que j'ai pas mal de photos. J'ai aimé ça, que la présentation puisse fonctionner. Donc aujourd'hui, j'avais pour mission de vous présenter un petit peu quels sont les parasites, ravageurs et maladies qui peuvent constituer une menace pour nos paysages. Alors on en a certains qui sont déjà présents. Certains dont les intervenants qui passent après moi vont pouvoir vous parler en ce qui concerne les agrumes, en ce qui concerne le charançon rouge du palmier, donc je ne vais pas revenir dessus. On a certains parasites qui sont présents depuis très récemment, comme c'est le cas de la bactérie Xylella fastidiosa, et puis d'autres qui ne sont pas encore présents chez nous et qu'on va surveiller. Donc au niveau de la bactérie Xylella fastidiosa dont vous avez certainement entendu parler, il s'agit d'une bactérie qui a été en Europe en tout cas découverte pour la première fois en Italie sur les oliviers. Et puis depuis l'année dernière, donc depuis l'automne 2015, on a découvert des foyers en France. Alors il faut se dire que les foyers qu'on a observés en France en 2015, c'est dû à cette fameuse bactérie, mais cette bactérie dans le monde elle existe sous différentes souches. Et on n'a pas la même souche en France qui est présente en Italie. Donc en Italie, cette bactérie qui fait des gros dégâts sur les oliviers, c'est une souche particulière qui s'appelle Poca. Et en France, on a une souche différente qui s'appelle multiplex. Alors les noms sont établis par des scientifiques et ne s'attaquent pas aux mêmes végétaux. Donc aujourd'hui, la bactérie Xylella qu'on a en France, elle a 21 plantes qui ont été reconnues comme étant hôtes de cette bactérie, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui vont être attaquées par la souche italienne. Donc en Italie, il y a des gros dégâts sur olivier, c'est une bactérie qui peut aussi faire des dégâts sur agrumes et sur laurier rose, alors que la bactérie qu'on a en France, donc principalement en France continentale, on la trouve sur Polygala myrtifolia. Et depuis très récemment, on a trouvé un foyer à Saint-Laurent-du-Var sur Faux-Genêt d'Espagne. Mais 90% des foyers sont sur Polygala myrtifolia. C'est une bactérie qui est également présente en Corse. Et par contre, en Corse, on va la trouver sur énormément d'autres espèces végétales. On va la trouver sur romarin, sur lavande, sur rosier, sur genêt, etc. Mais toujours avec une forte proportion sur le Polygala myrtifolia. Alors, on va entendre à droite à gauche que la solution, ça serait d'arracher tous les polygalas de nos espaces verts, de nos villes. C'est une plante qui est quand même beaucoup plantée en espace vert aujourd'hui. Alors il faut se poser la question, oui peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait le jour où on va trouver ça sur les romarins? On va peut-être pas arracher tous les romarins qui poussent de façon spontanée dans nos collines, ça serait quand même bien dommage. Donc, cette bactérie, elle est présente dans le xylème, et elle va être véhiculée d'une plante à l'autre par des insectes vecteurs. Donc ce sont des insectes type cicadelle qui vont piquer la plante et qui vont ensuite ingérer la bactérie en piquant dans la sève, et quand elles vont aller sur une autre plante et la piquer pour se nourrir, vont recontaminer la plante par leur salive et par leur stylet.
Et donc la bactérie, l'insecte va être capable de véhiculer la bactérie à plusieurs végétaux. Il y a certaines bactéries qui, une fois que l'insecte a contaminé un végétal, après elle n'est plus présente dans son corps. Là c'est pas le cas, elle reste dans son corps, elle est ce qu'on appelle circulante, et donc elle va être disséminée ainsi de proche en proche à d'autres végétaux. C'est pour ça que dans les mesures de lutte, pour les gens qui ont été peut-être concernés parmi vous par les foyers qui ont été découverts dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var récemment, il y a arrachage de toutes les plantes hautes et ensuite désinsectisation, donc traitement insecticide des végétaux environnants, pour essayer d'éliminer les vecteurs pouvant transmettre cette bactérie. Alors, ça va être sur un rayon de 100 mètres autour d'une plante contaminée. On ne fait pas ça à l'échelle de tout un département parce que vous comprenez bien que d'un point de vue environnemental, ça serait très catastrophique et pour la santé humaine aussi, puisqu'on est là bien sûr sur des insecticides, même si on essaye d'intervenir avec des insecticides les moins toxiques possibles, il faut quand même qu'il y ait une efficacité pour tuer ces insectes. Aujourd'hui, en France, on a des foyers, en France continentale, on a des foyers dans les Alpes-Maritimes. Si je ne me trompe pas sur les communes, donc on a Villeneuve-Loubet, Antibes, Nice, Menton, Saint-Laurent-du-Var et Mandelieu. Voilà. Et donc dans le Var, pour l'instant, on a 2 foyers qui sont situés sur la commune de la Seyne-sur-Mer. Donc ce sont les seuls foyers aujourd'hui qui sont reconnus sur la région PACA. On a ensuite la Corse qui est plus contaminée avec beaucoup plus de foyers que dans notre région. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau de ces foyers? Donc il y a aujourd'hui l'État qui finance un plan de surveillance, avec surveillance des végétaux dans un premier temps dans les 100 mètres autour des premiers végétaux contaminés, puis dans les 10 km également, donc avec des prospections qui sont réalisées et des prélèvements systématiques sur les végétaux qui pourraient contenir cette bactérie. Donc voilà, et donc ensuite c'est comme ça que sont apparus un premier foyer, puis un deuxième, et que petit à petit on va en découvrir d'autres. Au niveau des symptômes que peut générer cette bactérie, malheureusement, je ne vais pas aujourd'hui pouvoir vous dire si vous observez ça sur votre plante, c'est sûr, c'est cette bactérie. Ce sont des symptômes qui ne sont pas du tout caractéristiques. Vous allez observer un dessèchement d'une plante, dessèchement de feuilles, jaunissement, quelque chose qui n'est pas du tout caractéristique, qui peut être confondu avec un excès d'eau, avec un manque d'eau aussi. Donc, si vous avez un doute sur un végétal, sur un site qui vous appartient ou autre, et bien la chose la principale à faire, c'est de prévenir, donc soit la Frodon, soit le service régional de l'alimentation, d'informer que vous avez une suspicion, et il y a un financement du ministère de l'Agriculture pour se déplacer chez les gens, faire les prélèvements, faire les analyses, donc ça ne coûte rien au propriétaire du végétal, et ensuite pouvoir savoir si effectivement c'est bien ça. Alors je vous rassure tout de suite, on va dire qu'on fait beaucoup de prélèvements et la plupart reviennent négatifs, mais bon quand même, il y a quand même des positifs. Alors quelques symptômes sur l'oreiller rose, alors là c'est pas la souche qu'on a chez nous, c'est quelque chose qu'on pourrait observer en Italie, mais si jamais vous observez des symptômes qui vous semblent suspects sur l'oreiller rose, alors vous allez me dire ça, vous l'observez en ce moment assez régulièrement sur l'oreiller rose, c'est pas du tout caractéristique, mais si ça vous semble suspect, c'est quelque chose qui apparaît brutalement, il faut s'en inquiéter. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui en France on n'a pas encore la souche qui est présente en Italie qu'elle ne peut pas arriver, ou que la souche qu'on a en France ne peut pas muter et s'attaquer à des végétaux sur lesquels on ne s'y attendait pas. Donc il faut avoir l'œil. Sur Polygala, vous voyez des jaunissements de feuilles. Vous avez alors une autre souche qui s'attaque à la vigne qui va faire des symptômes de ce genre. Donc le jour où, alors pour l'instant cette souche-là est présente en Amérique du Nord. Elle n'est pas présente chez nous, mais pareil, des symptômes. Alors ce qui va être assez caractéristique, c'est que sur la vigne, quand les feuilles tombent, les pétioles restent accrochées aux branches. Donc ça c'est plutôt caractéristique. Si vous voyez ça, il faut avoir l'œil. Une image d'une commune en Italie qui a été touchée par Xylella. Tous les arbres roussis que vous avez au fond sont des oliviers qui ont été attaqués par la maladie, par la bactérie. Alors, il faut savoir aussi qu'en Italie, il n'y a pas eu une réactivité suite à la découverte des premiers foyers comme on a pu avoir en France. Du coup, ce qui a pu expliquer une explosion véritablement des foyers en Italie. Voilà, donc ce que je vous disais par rapport à la situation, en Corse, vous voyez partout où vous avez une petite étoile rouge, c'est là où il y a eu un foyer. Donc on a beaucoup plus de foyers en Corse que chez nous. Voilà ce qui se passe. Donc ça c'est la situation en France actuellement. Alors il manque c'est la carte la plus à jour qui était présente sur le site de la BRAF. Il manque un rond bleu autour du site de Menton. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche.
ma petite main là. Ici, il manque un rond bleu. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été dessiné. Donc c'est les 10 km de surveillance en fait. Donc voilà, en zoomant sur les Alpes-Maritimes, on le voit, ce fameux rond. Donc voilà les foyers qui sont aujourd'hui présents sur les Alpes-Maritimes. Donc les communes, Nice, Mandelieu, Saint-Laurent, du Var, il y en a eu 2 en fait, il y a 2 foyers, Biot, Menton, Antibes, La Seigne et Villeneuve. Donc au niveau de la réglementation, on a aujourd'hui en France qui s'applique une décision européenne et des arrêtés préfectoraux qui définissent une zone délimitée et une zone infectée. Donc c'est ce que je vous disais. Dans la zone infectée, c'est désinsectisation et destruction des végétaux hôtes et interdiction de planter 200 espèces végétales. Donc tous les gens qui habitent à 100 mètres, à moins de 100 mètres d'un foyer, donc ils sont informés, ils ont été informés bien sûr, ont interdiction de planter un certain nombre d'espèces dans leur jardin. Et donc dans la zone tampon, donc dans les 10 km, une surveillance renforcée avec des restrictions sur les mouvements de végétaux. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui ce qui s'applique en Europe pour la circulation des végétaux. Certains végétaux qui ont des risques de comporter des bioagresseurs graves doivent circuler avec ce qu'on appelle un passeport phytosanitaire européen. Ce passeport phytosanitaire, jusqu'en fin 2015, ne concernait pas un certain nombre d'espèces qui sont sensibles à cette bactérie. Depuis le début de l'année 2016, toutes ces espèces-là, donc les oliviers, les lauriers roses, sont aujourd'hui concernées par cette réglementation. Et les pépinières, les jardineries qui commercialisent ces végétaux ont dû mettre en place un certain nombre de mesures dans leurs établissements pour justement justifier que les végétaux qu'ils vendent sont sains. Et donc il y a des contrôles du ministère de l'Agriculture pour vérifier l'état sanitaire des végétaux. Voilà, alors les espèces hôtes de la souche multiplex, je vous les ai listées ici. Donc vous voyez, il y en a un certain nombre qui sont plutôt diverses et variées et dont certaines sont des plantes endémiques et spontanées chez nous. Si elles venaient à être contaminées, auraient un impact considérable sur les paysages puisqu'on aurait dessèchement, arrachage des plantes contaminées. Donc là, vous auriez un impact assez important. Donc, chose à faire, c'est ce que je vous disais, on n'arrache pas sans savoir, on ne fait pas des traitements insecticides en se disant si jamais il y a une cicadelle qui vient chez moi, au moins elle ne va pas piquer ma plante, parce que ça ne servirait pas à grand chose à part à vous empoisonner et empoisonner l'environnement. Et voilà, être vigilant et essayer de prévenir dès que possible si vous avez un doute. Alors la liste des végétaux que je vous ai projetés là, les 21 plantes que vous avez rapidement pu voir, elle évolue régulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va trouver une nouvelle espèce contaminée, on va la faire évoluer. Donc je serais venue il y a 6 mois, il y en aurait eu 10 de moins. Et je reviendrai dans 6 mois, il y en aurait peut-être 5 ou 6 de plus. Ensuite, on a depuis quelques temps 2 nouveaux ravageurs dont je voulais vous parler. Depuis 2014, on a découvert dans les Alpes-Maritimes un scolite qui s'appelle Xylosandrus crassusculus. Je suis désolée, il n'a pas de nom français. Donc c'est un petit scolite qui s'attaque de manière générale dans le monde à des feuillus ornementaux très divers et variés. Et en Europe, qui est principalement présent sur Caroubier. Il a été détecté pour la première fois en août 2014 sur le site du Mont Boron sur la commune de Nice, par des agents communaux qui ont signalé des symptômes assez particuliers sur les caroubiers. Donc on s'est déplacé, on a fait expertiser les insectes qu'on a trouvés dans les troncs et dans les branches, et c'est avéré que c'était bien ce scolite, Xylosandrus crassusculus, qui est originaire d'Asie, mais qui est disséminé de par le monde via les échanges commerciaux et qu'on va trouver en Amérique du Nord, Amérique centrale, Afrique et Europe, et notamment en Italie et en Ligure, en Vénétie et en Toscane. Donc ce scolite, qu'est-ce qu'il fait? C'est un scolite, donc il va faire des galeries dans les troncs de faible diamètre et dans les branches. Et le symptôme caractéristique qui va vous alerter, ça va être la sueur qui est rejetée au bout des galeries et qui va être très compactée, et vous allez avoir comme des spaghettis de sueur qui sortent tout le tour du tronc. Donc c'est vraiment ça, vous ne pouvez pas le rater. Donc vous avez votre caroubier qui ressemble à un tronc avec plein de petits spaghettis gris qui ressortent, c'est très caractéristique. Qu'est-ce qui se passe? Donc les arbres ne vont pas mourir très rapidement, mais c'est une mort lente de l'arbre, et petit à petit, donc vous avez quand même un dépérissement de la plante. Sur le site du Mont Boron, les foyers ont vraiment explosé entre 2014 et 2015, puisqu'on est passé d'une vingtaine de signalements à presque 200 signalements en une année. Donc il y a une surveillance là aussi qui est faite, il y a des piégeages qui sont mis en place dans le département, une grosse
gros réseau de piégeage dans le département des Alpes-Maritimes et plus faible dans le département du Var. Alors au niveau climatique, c'est vraiment les zones côtières qui sont les zones à risque. Dès qu'on monte un peu dans l'arrière-pays, on a moins de risques d'avoir le développement de ce scolite. Et on en a trouvé pour l'instant uniquement sur le site du Mont Boron, on n'en a pas trouvé ailleurs sur d'autres villes, et on en a trouvé aussi sur l'île de Sainte-Marguerite, à Cannes. Donc voilà, savoir comment est-ce qu'il est arrivé là, c'est une grosse question, même comment il est arrivé sur la forêt du Mont Boron, pour l'instant on n'a pas l'explication. Ce qu'on sait, c'est que voilà, on observe des symptômes sur caroubier, on sait qu'il attaque fortement les caroubiers chez nous, on sait qu'il est capable de s'attaquer à d'autres feuillus, c'est possible qu'il soit allé sur d'autres feuillus, mais pour l'instant on n'a pas vu l'impact sur les autres feuillus, donc avoir l'œil sur ce scolite. Un autre ravageur qui a été découvert récemment, et encore une fois à Nice, je suis désolée, mais donc c'est un psylle qui s'attaque uniquement à Ficus microcarpa. Donc c'est le psylle qui s'appelle Macromotoma gladiata, donc c'est un petit psylle qui va faire des dégâts, donc qui se couvre de blanc si vous voulez, ça fait une espèce d'un aspect cotonneux sur les feuilles, et va générer beaucoup de miella, et en gros le problème de ce psylle c'est plutôt les salissures sur les chemins piétonniers, sur les voitures qui sont en dessous, etc. C'est pas un ravageur qui va faire mourir la plante. C'est un psylle qu'on a découvert à l'automne 2015, donc c'est tout récent. Et jusque-là, il avait été signalé en Espagne, mais pas en France. Et il a été signalé au même moment en Algérie pour la première fois et en France. Donc à surveiller aussi par rapport à ce psylle, mais là, étant donné qu'il est vraiment inféodé à une espèce végétale, on craint moins pour sa dissémination que sur le scolie, comme je vous ai parlé avant. Je pourrais vous parler d'énormément d'autres insectes qui sont présents, qui sont plus ou moins discrets, qui vont s'attaquer aux palmiers, qui vont s'attaquer aux agaves. Vous avez, donc on en parlait tout à l'heure, la chrysomètre du palmier, Pistosia dactylifera, qui va faire des dégâts. Donc vous allez voir ces dégâts, ça va être du décapage de feuilles, décapage de troncs, qui peut aboutir à la mort du palmier. Vous avez le charançon de l'agave, qui ressemble au charançon rouge du palmier, sauf qu'il est plus petit qu'il est noir, qui va s'attaquer principalement aux agaves, mais aussi à d'autres plantes, notamment de la famille des Liliacées et des agavacées, et qui va être à l'origine de mortalité d'agaves qui peuvent être importantes, notamment parce que c'est un charançon qui fait des galeries à l'intérieur des plantes, mais qui génère l'apparition d'une bactérie, Herminia carotomora, qui elle est très néfaste pour l'agave et qui va faire rapidement bleuir et pourrir l'agave. Donc c'est un insecte qui se dissémine un peu moins vite que le charançon rouge du palmier parce qu'il n'a pas la capacité de voler, donc il se déplace de proche en proche en marchant, mais il se dissémine, et depuis 2007, son premier signalement à Saint-Tropez, on le voit de plus en plus sur les communes du littoral. Voilà, avec notamment donc à Saint-Tropez, ils avaient des problématiques d'agaves qui se décrochaient quand elles sont plantées sur une situation de talus ou en pente, et qui tombaient soit sur la route, soit sur les chemins piétonniers, donc qui peuvent constituer un danger à ce niveau-là. Je pourrais vous parler encore de nombreux insectes. On a aujourd'hui des ravageurs aussi qui ne sont pas encore présents mais qu'il faut surveiller. Des ravageurs ou des maladies. Vous avez peut-être entendu parler du nématode du pin, qui est un parasite qui tue, qui a fait de gros dégâts au Portugal sur les pins, qui a décimé des forêts entières au Portugal, qui a été disséminé aussi en Espagne. C'est un ver microscopique. Alors dans les nématodes, vous en avez des gentils et vous en avez des méchants. Celui-là, c'est un méchant. Il va s'attaquer donc aux pins, à tous les pins, avec une préférence pour pin laricio, pin noir. Et il va, si vous voulez, donc il va être transmis par un coléoptère. Ce coléoptère, il est présent en France, donc s'il arrivait à venir pondre et à se reproduire dans un pin contaminé, il pourrait très facilement contaminer d'autres pins l'année suivante. Donc on sait que le risque existe, donc il y a une surveillance qui est faite avec régulièrement des prélèvements en forêt sur des sites sur lesquels il y a des pins qui dépérissent. On essaie de savoir si ça ne peut pas être ce nématode. Donc si vous avez pareil des choses bizarres sur les pins, n'hésitez pas à faire remonter, ça fait partie aussi de la surveillance. Pour l'instant, il n'a jamais été trouvé en France, mais on sait qu'il est passé du Portugal à l'Espagne, pas par dissémination naturelle. Il y a eu un grand vide entre les deux foyers portugais et espagnols. On suppose qu'il y a un insecte qui est monté dans un camion ou une voiture et que quand le camion s'est arrêté à l'aire d'autoroute suivante et qu'il a ouvert sa porte, l'insecte est descendu et est allé piquer un pin à côté. C'est des choses qui arrivent et qui peuvent arriver fréquemment.
On a sur les pins une maladie aussi qui est présente en Espagne, qui est un chancre suintant des pins, donc le Fusarium circinatum, c'est un champignon, dont là les spores sont véhiculés par le vent. Alors pour arrêter le vent, ben, on ne sait pas faire. Donc on surveille aussi. Donc là, ça va être des dépérissements de pin avec des très forts écoulements de sève. Votre pin, il ressemble à une bougie en fait. Et les aiguilles sont roussies. Donc si vous voyez ça, c'est pareil, il faut signaler. C'est pas forcément ça, mais il faut le signaler parce que ça pourrait être ça. Donc il y a un certain nombre comme ça de choses qu'on va surveiller sur les pins. Vous avez un champignon qu'on va surveiller sur les chênes, la mort subite du chêne qui va faire des dégâts sur les chênes, mais aussi sur de nombreuses autres espèces ornementales. Vous allez avoir des écoulements noirâtres sur les troncs, voilà, donc ça va être quelque chose qu'on va chercher à surveiller. Alors qu'est-ce qui se passe en France? On a des plans de surveillance nationaux qui sont financés par le ministère de l'Agriculture. On a des règlements européens qui réglementent la circulation des végétaux sur le territoire. On a également un plan éco-phyto, je pense que vous en avez entendu parler, qui aujourd'hui a sa deuxième version. Depuis 2015, on a une deuxième version du plan éco-phyto. Dans le plan éco-phyto, il y a un volet qui s'appelle l'épidémiosurveillance et vous avez notamment en PACA, mais partout en France, des filières et une filière de surveillance des ce qu'on appelle jardins, espaces verts et infrastructures. Donc on a aujourd'hui des observateurs qui sont des collectivités, des jardiniers, des paysagistes, des entreprises de pépinières, des jardineries, qui font des observations sur les végétales qui les entourent, que ce soit des observations par rapport à des choses qu'ils n'ont jamais vues ou par rapport à des choses qu'ils connaissent très bien, que ce soit la processionnaire, la pyrale du buis, etc. Et qui font remonter ça à l'animateur filière. Donc pour la région PACA, l'animateur filière c'est moi. Et donc on publie un bulletin de santé du végétal qui est gratuit et qui permet de donner des informations sur ce qui se passe actuellement sur les végétaux de la région. Donc il y a une analyse de risque qui est faite et l'objectif c'est de donner tout ce qui est méthode de lutte prophylactique, préventive pour éviter que cette problématique arrive. L'objectif étant bien sûr d'arriver à moins de traitements phytosanitaires sur les végétaux. Donc moi je vais vous parler plus précisément du citron à Menton, forcément, et puis c'est des bois, puisque Menton n'a pas toujours été une terre d'agrumes. Menton, en fait, les agrumes sont apparus au XVe siècle, un petit peu avant le XVe siècle. Disons qu'avant, jusqu'au XVe siècle, Menton c'était une terre de céréales, de vignes, de quelques oliviers, surtout des figuiers, des choses comme ça. Toujours des restants, puisque Menton se jette dans la mer. Et en fait, c'est à partir de 1341 que les Mentonnais ont intensifié leur culture de l'olivier et qu'on a vu apparaître les premiers agrumes. Ils s'y plaisaient, donc ils se sont développés. Ensuite, en 1471, on a les premiers textes qui parlent de terres complantées de 67 arbres. On appelait ça à l'époque des citronariums. En 1495, on a retrouvé des traces des premières exportations. En fait, c'était le prince Grimaldi, prince de Monaco, qui avait expédié au duc de Bourgogne des agrumes et des fruits d'or. Alors, orange ou citron, je ne sais pas, mais on cultivait les deux, hein, c'était orange et citron. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, là on a commencé à voir un véritable essor de l'agrumiculture et on a les premiers textes législatifs réglementaires de la culture et du commerce du citron. C'était vraiment très réglementé. Même sur les gens ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, ils avaient certains quotas, ils avaient des calibrages, il y avait des anneaux métalliques qui permettaient de calibrer tous ces agrumes, tous ces citrons, puisqu'on se développait de plus en plus vers le citron, et avec un citron particulier qui tire ses origines du côté de Gênes, et qui est le fameux citron de Menton, qu'on a classifié aujourd'hui de SRA 625, c'est Station de recherche agronomique de l'INRA de San Giuliano en Corse, qui a référencé génétiquement ce citron de Menton. Donc l'apogée de la culture et du commerce du citron va durer à peu près un siècle. C'est du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle. Et après, malheureusement, en fait, bon, déjà ça va être la première activité économique de Menton, avec vraiment une ressource financière importante pour la ville. Et j'ai quelques exemples, hein. La production d'agrumes sur la région mentonnaise était estimée à 2,8 millions de quintaux, ce qui est énorme pour
pour les terrains, puisqu'en fait, ce n'était pas des très grosses agrumeries. C'était toujours des petites exploitations, puisque Menton est ainsi fait, hein, c'est des escaliers, c'est beaucoup de terrasses, de restanques, puisque après on va parler de restanques hein, pour ces plantations d'agrumes, beaucoup de choses comme ça, mais très individualisées, plein de producteurs indépendants qui avaient réussi à se rassembler, à se fédérer avec une véritable profession de foi et beaucoup de choses pour réglementer leur production, pour avoir de la qualité et pour une exportation, puisqu'on arrivait à exporter au plus fort de la production jusqu'à 35 millions de citrons, je dis bien de citrons, hein, pas de kilos, hein, par an, principalement vers l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, l'Amérique du Nord même. Donc ça partait du petit port de Menton et ça allait jusque dans ces pays. Alors c'était emballé dans du papier de soie, la récolte se faisait forcément à la main, en prenant soin de ne pas faire tomber les fruits. Il y avait vraiment une réglementation particulière par rapport à ça. Il fallait mettre tous ces fruits dans des paniers en châtaignier tressé, en lame plate pour éviter de blesser ces fruits. Donc c'était vraiment un travail de patience et de précision. Alors la culture du citron qui prédomine se pratique essentiellement, comme je vous le disais, sur des petites surfaces appelées restanques. Les rendements étaient de 30 à 35 000 citrons à l'hectare, ce qui était déjà beaucoup. Hein. Et alors à partir de la seconde moitié du 19e siècle, on a commencé à avoir un déclin de cette production. Déclin pourquoi? Pour plusieurs choses. Les causes, donc la première c'était les petites tailles, ce que je vous disais, les petites tailles des exploitations, le morcellement qui ne facilitait pas l'exploitation à grande échelle, mais pas seulement, on a eu des maladies, je vous parlerai, et là c'est mon propos principal du mal sec, mais ça vient dans un second temps. Au départ c'était pas ça, on avait différentes maladies qu'on ne connaissait pas forcément, puisqu'il existe plein de maladies sur le citronnier, et ça on a décimé pas mal de variétés. Je ne sais pas si à l'époque on avait la tristeza ou des choses comme ça qui a été détectée beaucoup plus tard, mais quoique sur le citronnier ça n'impacte pas. Par contre sur les orangers, oui, hein, c'est des maladies qui peuvent impacter sérieusement et tuer les végétaux. Des intempéries, on a eu dans cette période-là des gels exceptionnels qui ont tué la plupart des agrumes qui n'étaient pas en situation idéale et suffisamment protégés. Donc ça a sérieusement attaqué la production. Et je vous parlais du petit port de Menton, sa taille faisait qu'à un moment donné, les bateaux ne pouvaient pas forcément tous rentrer, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir évacuer, exporter ces agrumes, mais surtout des droits de douane. À l'époque ça existait, il n'y avait pas l'Europe, hein, et des droits de douane qui étaient un peu différents, et en Italie et en Espagne, les droits de douane étaient moins importants, donc ça leur facilitait les exportations par rapport aux pays mentonnais. Donc on a un déclin qui va se poursuivre pendant le XXe siècle avec son apogée, c'est le fameux mal sec, je dirais, qui est arrivé. Et là, c'était en 1956. Mal sec qui est un champignon en fait, hein. Un champignon, Phoma trachéphila petri, qui sur Menton est arrivé en 1956, mais qui existait avant en fait, qui a été découvert, les premiers cas recensés dans le bassin méditerranéen, c'était sur des îles grecques. Donc apparition, c'est en 1894, on l'a trouvé sur 2 îles grecques dans la mer Égée. Voilà, c'est un champignon qui ne se véhicule pas par le vent, lui, il se véhicule plus par l'eau. Les spores, hein, ce qu'on appelle les conidies exactement, se transmettent, enfin se véhiculent par l'eau ou par contact, mais pas par le vent. Donc à un moment donné, j'ai souvent tendance à dire que le plus gros vecteur des maladies, c'est l'homme. Donc c'est un champignon qui attaque essentiellement les citronniers, le mal sec, il attaque les citronniers, les cédratiers, les bigaradiers, quelques autres variétés, mais il y a des variétés résistantes quand même. Hein. Et on le trouve aujourd'hui présent à peu près partout sur le bassin méditerranéen, et même jusqu'en Russie et au Yémen ou en Irak. Donc il s'est bien développé grâce à l'homme. Et il se développe en fait, il va se développer dans les tissus du végétal lui-même, et il va bloquer la sève. C'est-à-dire que cette sève ne va pas pouvoir circuler à l'intérieur de la branche, des feuilles vers le corps de l'arbre lui-même, et ça va faire dessécher ces branches, puisque les branches ne seront plus alimentées. Donc
par temps frais et humide, il pénètre dans l'arbre par des micro-blessures de la frondaison ou des racines. Je dis bien ou des racines, c'est assez récent, c'est des recherches de l'INRA, ça. Au départ, on parlait surtout des frondaisons. On disait le mal sec, c'était à cause de la taille. Voilà, c'était assez facile, c'est que l'homme, ne connaissant pas forcément, prenait des sécateurs, il coupait, et puis d'un arbre à l'autre, sans forcément désinfecter, il transportait la maladie sur un autre arbre, et puis ça se développait comme ça. Ça se développe sur d'autres maladies, hein, les viroses, comme je parlais de la tristeza. La tristeza, c'est pareil, on la transmet en faisant de la taille, en taillant, en ne nettoyant pas ses outils d'un arbre à l'autre, ou en allant après dans un autre verger. C'était beaucoup de petites parcelles, les gens disséminaient. Donc, les micro-blessures dues à l'homme, mais aussi potentiellement dues à la nature. Une grêle, par exemple. Une grêle, ça suffit à faire des micro-blessures qui pourraient permettre aux champignons de rentrer avec de l'eau, avec un apport, je dirais, de frottement, de choses comme ça. Ça permettrait que le champignon puisse rentrer dans les arbres. Avec une mortalité assez rapide sur les végétaux. Un citronnier peut mourir en 2 ans. Entre 1 et 2 ans, il peut mourir. Si ça arrive au niveau des racines, si la maladie pénètre par les racines, c'est beaucoup plus rapide. Oui, puisque là, ça bouge carrément de suite, ça bloque de suite la sève, donc au niveau vélo. Donc, globalement, l'arbre meurt très vite dans ces conditions-là. Premier symptôme, apparition au printemps. Ça apparaît au printemps, en général, ce qu'on appelle la montée de sève. Une chlorose, c'est-à-dire les feuilles qui jaunissent, qui sont plus tout à fait vertes, qui ne deviennent pas forcément en très bon état, qui se dessèchent, et des brindilles qui se sèchent carrément, le bout des branches qui se sèchent par secteur. Ce n'est pas forcément tout l'arbre, c'est des zones de l'arbre qui vont se sécher. Donc le bois se décolore, ça c'est assez, même si on a tendance à dire que pour vraiment être sûr qu'on est sur du mal sec, il faut forcément passer par l'Afrodon ou le SRAL, on contacte le SRAL ou l'Afrodon, et là il y a des analyses qui peuvent être faites. Il y a quand même des caractéristiques, c'est que le bois se colore en rouge, orange-rouge, et il produit après pas mal de gomme. Et quand on coupe le bois en lot, on voit vraiment les filaments, tout le mycélium qui s'est répandu dans la branche et qui bloque le système de circulation de sel. Alors les moyens de lutte, il n'y a pas de lutte chimique. On va parler dans les pépinières, on va dire qu'on a des moyens de lutte préventive avec des produits comme le Mancozeb, des choses comme ça, mais officiellement il n'y a pas de moyen de lutte chimique et il n'y en a surtout pas en curatif. En curatif, il y a une chose à faire quand c'est pas trop tard, donc dès les premiers symptômes, il faut tailler les rameaux atteints et les brûler immédiatement. Vous avez tout à fait le droit de brûler, et même sur le département, vous avez le droit de brûler par rapport à des fruitiers. Vous n'avez pas le droit de brûler des herbes, ça c'est clair. Vous n'avez pas le droit de brûler des broussailles. Par contre, tout ce qui est fruitier et mimosa, j'entends fruitier, ça peut être les agrumes, ça peut être les oliviers, vous avez le droit de faire du brûlage. C'est tout à fait autorisé. Donc pourquoi brûler les végétaux? Simplement, pourquoi brûler les rameaux atteints? Donc il faut déjà couper bien bas, à l'endroit où c'est sain. On brûle parce que les rameaux que vous allez laisser en terre, vous allez laisser au sol ou vous voulez mettre en compostage, sont encore actifs, le champignon qui est dedans est encore actif pendant au moins 4 mois. Donc vous risquez de contaminer pendant 4 mois à l'endroit où vous avez laissé les branches. Et si par malheur vous vous mettez sur un endroit où il y a des blessures, des micro-blessures, surtout au niveau racinaire, si vous passez le motoculteur, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui de moins en moins conseillé, surtout sur des porte-greffes en bigaradier, c'est ce qu'on a nous sur Menton, essentiellement porte-greffe sur bigaradier pour les citrons. Là, c'est pas très bon pour leur système racinaire et ça les fait dépérir. Mais en plus, si vous avez par malheur laissé des branches, vous faites rentrer le champignon par les racines, ce qui est encore pire, ça va très vite. Et désinfecter les outils de taille. Alors, le mieux, c'est l'eau de javel pure. On désinfecte systématiquement. Entre chaque arbre, il faut désinfecter ces outils. Alors, certes, on voit souvent les producteurs d'agrumes utiliser un petit vaporisateur, vaporiser les sécateurs, essuyer, ça marche. Mais la méthode normale, entre guillemets, c'est quasiment 1 minute entre chaque arbre. Laisser tremper le sécateur, les outils de taille, le sécateur à la manche, pendant 1 minute. Donc bien souvent, quand le producteur fait très attention à son verger, bien souvent il a 2 outils de taille. Entre chaque arbre, mais il change d'outil et il les laisse tremper.
et ça évite de propager la maladie. C'est le plus simple. Hein. Dans l'IGP citron de Menton, vous n'avez pas que le SRA 625 dont je vous ai parlé, vous avez différentes variétés, vous avez le Eureka, la variété Eureka, qui est également sensible à Xylella, mais qui produit beaucoup, pas Xylella, pardon, Xylella oui, mais pas, qui est également sensible à FOMA, donc au mal sec, mais qui produit quand même beaucoup, donc c'est intéressant pour les agrumiculteurs et assez rapidement, et qui a les caractéristiques du citron de Menton, puisque c'est citron de Menton, 6 variétés, différentes variétés, et vous en avez une variété, c'est Santa Teresa, qui rentre dedans, qui produit peut-être un petit peu moins, mais qui est très résistante, qui est beaucoup plus résistante au mal sec. Donc si par malheur des conidis venaient, des spores de champignons venaient sur cet arbre-là, il aurait plus de facilité à se défendre et à ne pas développer la maladie. Donc c'est avant tout une question de bon sens. C'est également, aujourd'hui, Menton, c'est la promotion du citron passe par l'APCM, l'Association pour la promotion du citron de Menton. C'est un gros travail qui a été fait dans tout ce qui est traçabilité des produits, suivi. Et dans l'IGP, c'était nécessaire de faire ça pour aussi enrayer toutes ces maladies. Je vous parlais du mal sec, où il y a ces méthodes de lutte qui doivent être faites. Il y a aussi la provenance des pieds. Vous le disiez, attention, on ne peut pas prendre n'importe où des végétaux dans la filière. Il faut vraiment faire attention, des végétaux infectés, ça va très vite. Je vais aller un peu plus loin, je vais me faire des ennemis espagnols certainement, mais si vous achetez des citrons en Espagne, des agrumes espagnols, ils ont le passeport phytosanitaire, mais il y a de très grandes probabilités qu'ils soient atteints de la tristeza. Ça ne fera pas mourir le citronnier. Ça, le citronnier, ça ne gêne pas. Par contre, si vous avez un oranger, vous avez un verger, vous mettez un citronnier, vous mettez un oranger, le citronnier est atteint de la tristeza, votre oranger ne l'est pas, et vous allez couper votre oranger sans avoir désinfecté, toujours avec de l'eau de javel, vos sécateurs, vous allez infecter votre oranger qui lui va mourir. Ou peut mourir, parce qu'il y a différentes souches, différentes aussi de virulence de ce virus. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Et dans l'IGP, on est obligé, quand on plante des agrumes, d'avoir la traçabilité et surtout la certification de l'INRA, comme quoi les végétaux sont sains et indemnes de toute maladie. Aussi bien les porte-greffes que les greffons. C'est-à-dire que les bigaradiers qui vont servir à la... Il y a plusieurs possibilités, mais à Menton, je vous dis, on travaille essentiellement sur le bigaradier, on travaille sur Poncirus et sur autre chose, mais c'est le bigaradier qui s'adapte le mieux à la terre de Menton. Donc, le fait d'avoir cette traçabilité, ça permet d'être sûr que les plantes qu'on va mettre en place ne sont pas infectées par une maladie. Et c'est vraiment le plus important. Et je vous dis, le commerce des végétaux, il faut faire très attention. J'en discutais avec l'INRA dernièrement, même sur des gens qui importent tout et n'importe quoi dans la valise en venant des vacances, en passant des vacances dans les îles ou ailleurs, en disant je vais rapporter ça, etc. Donc moi initialement, et pourtant j'ai une formation horticole, d'ingénieur horticole, je m'étais dit bon, les graines, on est tranquille. Maintenant il y a des virus qui passent dans les graines, donc les graines on n'est pas tranquille. Il ne faut pas importer des végétaux de l'extérieur, il faut que ça soit fait dans une filière stricte et que tous les végétaux qui soient importés soient contrôlés, surtout dans des zones contaminées, on pense notamment à l'Italie et la région des Pouilles pour Xylella. Et nous, pour les agrumes, on fait attention à la tristeza, donc on ne va pas forcément aller chercher des végétaux moins chers, tant pis, on les paye un certain prix, mais au moins on est sûr d'avoir une qualité et une durabilité de notre patrimoine. Aujourd'hui, l'idée sur Menton, c'est de pouvoir reconstituer les paysages du 15e, enfin du 16e et 17 et 18e siècle, on était sur l'apogée du citron de Menton, avec la valorisation d'un produit d'exception, puisque aujourd'hui le citron de Menton se retrouve sur les plus grandes tables du monde entier. Et on est aujourd'hui aussi, on n'a pas suffisamment de production par rapport à la demande, ce qui est un peu exceptionnel. C'est que ça permet d'avoir un certain coût. Voilà.